Bienvenue pour un nouveau numéro de Quartier Libre. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Laurent Joly, directeur de recherche au CNRS, historien, chercheur, auteur de L'État contre les Juifs. Bonjour Laurent Joly. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Dans le contexte actuel où on entend Emmanuel Macron parler de Pétain dans des termes qui peuvent troubler, où on voit Éric Zemmour tenter de réhabiliter Vichy, je me dis que ça serait très important de rappeler certains points. Rappeler que Pétain, Vichy ont mené une politique absolument indéfendable, que certes 75% des Juifs en France ont survécu à la Shoah, 90% chez les Juifs français, 60% chez les Juifs étrangers, mais il reste à savoir comment est-ce qu'on explique ce taux de survie. Et puis c'est vrai qu'on s'interroge sur comment est-ce qu'on a raconté l'histoire de la Shoah de 1945 à nos jours finalement. Et à cet égard, je pense que vos travaux sont indispensables. Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer quelle a été la démarche qui vous a fait entreprendre la rédaction de L'État contre les Juifs ? Déjà, effectivement, ça faisait quelques années que j'entendais des idées un peu, pas nouvelles, parce que ça remonte à la période de l'épuration, des justifications des dirigeants de Vichy dès 1945, qui disaient qu'ils avaient protégé les Juifs français, pour ça ils avaient été obligés de sacrifier une partie des Juifs étrangers. Et le livre de Zemmour en 2014 avait, comme ça, fait remis sur l'espace public, mais avec une grande audience, ces questions-là. Et donc, quand je faisais des formations avec des profs, de temps en temps, ça revenait, de plus en plus, on m'interrogeait. D'ailleurs, la première question que vous me posez, c'est sur Zemmour. Donc les gens me disaient toujours « Ah oui, mais alors Zemmour dit que, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et il n'y avait pas de livre un peu, on va dire, facile d'accès, même si c'est quand même un livre de recherche que j'ai fait. Vous aviez des grandes sommes, Paxton Marus, Vichy et les Juifs, Vichy Auschwitz de Klarsfeld. Moi-même, j'avais sorti Vichy dans la solution finale, 1000 pages. Donc, il n'y avait pas de petit livre sur le sujet. Donc, je m'étais dit, il faut que je fasse un petit livre sur le sujet qui réponde le plus clairement possible et tout en étant fondé sur des matériaux les plus récemment mis au jour, les archives, documentation, toute la littérature aussi scientifique. Voilà, et procéder par question. Donc, sur les origines du statut des Juifs, sur la rafle du Veldiv, j'ai pris à bras-le-corps cette question, c'est le titre d'un chapitre, sacrifier les étrangers pour sauver les Français, point d'interrogation, parce que c'est une question qu'il faut du coup traiter. Qu'est-ce qu'on savait? Le rôle de l'administration, de l'État, et puis le dernier chapitre, il est sur l'épuration. Donc ça me paraissait indispensable de faire un livre qui ne soit pas trop long. Donc c'est pour ça que ce livre est à la fois court, et il y a plein de notes. Donc ceux qui veulent avoir l'essentiel, ils ont les 200 premières pages. Et puis si vous voulez avoir tous les détails de mes références, vous avez 100 pages de notes. Voilà, donc j'ai pas totalement réussi à me dire, il faut juste faire une petite synthèse. Il fallait aussi, parce que ça me paraissait important, parce qu'on a face à affaire à des gens qui assènent des vérités comme ça, dans des essais qui sont publiés et vendus à des centaines de milliers d'exemplaires. Et ce qui fait la spécificité du rôle du métier d'historien, c'est que nous, tout ce qu'on dit, c'est fondé sur des sources. Donc je tenais vraiment à ce qu'il y ait un gros appareil de sources, parce que tout ce que j'avance, après vous pouvez voir sur quoi je me fonde. Alors justement, parmi les choses qu'on entend, j'ai entendu Éric Zemmour vous présenter comme soumis à Paxton. Est-ce qu'on pourrait peut-être commencer par justement revenir sur d'abord cet apport de Paxton, contrairement à ce que dit Éric Zemmour. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit il y a un méchant, il y a une doxa, faut voir que la construction intellectuelle d'un Zemmour, mais le problème c'est qu'il y a d'autres historiens des historiens, parce que Zemmour n'est pas historien, Zemmour c'est un polémiste, mais donc il fabrique un mythe. Il fabrique un mythe, c'est celle d'une historiographie française qui était à peu près saine, et puis arrive l'américain, 73, la France de Vichy, et lui va corrompre, si vous voulez, le savoir sur Vichy, et plus tard Vichy et les Juifs. Donc ça, c'est le mythe construit par Zemmour, et le problème c'est qu'il y a des historiens qui le reprennent, qui disent il y a une doxa. Vous le disiez, il y a plein de gens qui vous disent il y a une doxa, Paxton c'est une doxa. Et donc la doxa, ça veut dire que vous avez tous les disciples qui n'osent pas surtout sortir de cette doxa, parce que sinon ils risqueraient gros en termes de carrière, en termes de visibilité. Ça, c'est vraiment une construction mais totalement fantasmatique qui ne repose sur rien. D'abord, d'une part, le surgissement de Paxton est le produit
d'un savoir scientifique en cours d'élaboration. Quand Paxton publie La France de Vichy, il s'inscrit dans une lignée de travaux qui existent déjà avant lui, sur la politique de collaboration, qui est quand même le cœur, l'architecture de la France de Vichy, c'est de nous expliquer les mécanismes de la collaboration, de la politique de collaboration, et en quoi Vichy a été demandeur de collaboration. C'est évidemment Vichy, avant Paxton, vous aviez déjà des historiens comme Henri Michel qui l'avait dit, voilà, finalement, le problème de Vichy, c'est que c'est un régime qui veut faire une révolution nationale, mais qui est totalement coincé par la Convention d'armistice. Effectivement, la France est occupée au 3/5e, la Convention d'armistice, c'est pas rien, il y a des frais d'occupation gigantesques, c'est un carcan terrible. Et donc, on veut sortir de ce carcan. Et donc, c'est ça qui va mener à la politique de collaboration. On veut proposer des choses aux Allemands. Et ça, Paxton va reprendre cette idée-là, il va la développer à partir de sources qui étaient en grande partie inédites. Ce sont des archives allemandes, ce sont les archives de l'État qui commencent en partie à être ouvertes. Et donc il fait une histoire qui effectivement est une histoire d'en haut. Une histoire d'en haut, c'est Pétain, Darlan, Laval, en face d'eux les principaux dirigeants allemands, même s'il y a des chapitres plus sociologiques sur les cadres du régime. Il nous offre avant tout une histoire d'en haut qui, 50 ans après, est toujours valable. C'est-à-dire que l'interprétation globale de Paxton, elle tient. Elle tient. Alors après, et c'est ça le savoir scientifique, on va affiner, on va trouver d'autres questionnements, on va surtout trouver d'autres sources. Et les archives nouvelles sur lesquelles moi je me suis fondé, et d'autres chercheurs, ce sont ce que j'appelle les archives nominatives. Qu'est-ce que j'appelle archives nominatives? C'est-à-dire ça va être le dossier de carrière des cadres de la fonction publique, de la police, les dossiers d'épuration, mais pas simplement des grands, hein, des petits aussi. Donc à partir de là, on n'est plus à la même échelle. On n'est plus à l'échelle des dirigeants de l'État, on est à l'échelle de ceux qui sont les exécutants de cette politique. Et là, on voit autre chose. On ne voit plus forcément des gens qui sont, comme Bousquet, comme Laval, dans une logique de collaboration absolue. Enfin, c'est une discussion politique, donc on lâche des choses énormes. La livraison des Juifs, accepter la livraison des Juifs apatrides et de leurs enfants qui, aux 3/4, étaient français, c'est une concession politique, morale absolument gigantesque. Et qui contredit complètement d'ailleurs Zemmour, qui dit oui, Vichy voulait sauver les Juifs français. Là, c'est des enfants français. Ça ne tient pas la route une minute. Moi, dans le chapitre sur sauver les Juifs français et en sacrifiant les Juifs étrangers, je ne sais plus comment je reformule la question, j'essaie de montrer quelles étaient les 3 logiques d'action de Vichy à l'été 42. Les 3 logiques d'action de Vichy, c'est la collaboration. Ça paraît une évidence, mais Laval, il est là pour donner le maximum de gages aux Allemands. Les Allemands leur disent, nous, on veut 40 000 Juifs. Il faut livrer 40 000 Juifs. C'est la collaboration. Et Bousquet doit trouver la solution pour fournir ça. Vous avez 2 autres logiques d'action. C'est l'antisémitisme xénophobe. Ça, c'est quelque chose qui remonte, on pourra en reparler. Vichy a un problème. Ce problème, pour Vichy, c'est tous ces Juifs étrangers qu'ils ont commencé à interner dès 40. Dès octobre 1940, vous avez une loi qui permet, sans aucune justification légale, c'est des décisions administratives, vous êtes juif étranger, vous pouvez être interné. C'est totalement discrétionnaire, et c'est ce qui explique que vous avez des dizaines de milliers de juifs qui vont être internés comme ça dès la fin de l'année 1940. Ça, c'est bien une politique propre à Vichy. Et quand les Allemands arrivent en leur disant « non, on veut 40 000 juifs », mais évidemment, le réflexe de Vichy, c'est de dire « non, on en a plein en zone libre ». Parce que les Allemands ne demandent pas les Juifs de zone libre. C'est la 2e logique d'action. Et la 3e logique d'action, c'est les enjeux des questions de souveraineté, qui paraissent comme ça un petit peu secondaires, mais qui, pour quelqu'un comme Bousquet, qui était un technocrate pur sucre, qui était très choqué de voir que la Convention d'armistice n'était pas respectée, qu'on ne respectait pas l'autonomie des préfets, qu'on donnait des ordres aux préfets, c'était des petits capitaines SS qui arrivaient. Donc, tout ça, ça choquait Bousquet. Il voulait établir une manière de faire qui soit bien organisé, et qui respecte la hiérarchie Donc voilà les trois enjeux qui sont là au moment où il y a cette demande il faut vraiment insister là-dessus, qui est une demande totalement exorbitante. Demander comme ça de livrer 40 000 juifs, on ne parle pas des enfants, mais les enfants sont aussi amenés à être déportés, c'est contraire à la convention d'armistice. La convention d'armistice prévoit simplement la livraison de réfugiés politiques allemands. C'est contraire au droit d'asile aussi. C'est contraire, alors ça, si vous voulez, le droit d'asile, on va dire c'est la tradition, mais c'est contraire aussi à la convention de La Haye. La convention de La Haye empêche les forces occupantes, donc c'est ce qui régit le droit de la guerre, donc les occupants n'ont pas le droit normalement
de toucher à des populations occupées pour des raisons religieuses, n'ont pas le droit de toucher au droit de la famille, donc disloquer des familles, comme il est d'actualité dès l'organisation de la grande rafle de juillet 42, puisqu'on ne demande que les parents. Donc les enfants, on va les mettre, on ne sait pas encore où, assistance publique, des maisons d'enfants. Donc vous voyez, tout est contraire au droit. Et donc là, Vichy avait tous les outils pour dire... C'est-à-dire que les policiers, lorsqu'ils mènent l'action, savent qu'ils font quelque chose d'extraordinaire, contrairement à ce que dit Éric Zemmour, qui dit que finalement, ils font une action comme pour... s'il s'agissait d'une action courante, vous vous dites pas du tout. Mais oui, ça c'est insupportable parce que la vérité, c'est que d'abord j'analyse qui a opéré. Ce sont des gardiens de la paix, c'est la police municipale, et la police municipale, c'est pas la police judiciaire, c'est pas des gens qui ont normalement qui arrêtent les gens. On arrête les gens quand on prend un voleur comme ça sur le fait, mais on le donne tout de suite aux collègues qui sont inspecteurs de police judiciaire. Enfin, vous voyez, c'est la police municipale, ils sont là pour assurer l'ordre public. Ils ne sont pas là pour arrêter des gens petit matin chez eux. Donc évidemment qu'il y a plein de policiers qui se sont posés des questions, qui sont allés voir leur commissaire en leur disant « mais là, ce que vous nous demandez de faire, c'est illégal ». Et leurs chefs leur ont dit « bah oui, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est on s'assit sur la légalité, c'est une demande, c'est exceptionnel. Les Allemands, vraiment, tiennent beaucoup à ce que ça se fasse, à ce qu'on arrête le maximum de gens, donc il faut obéir, voilà ». Et après, vous avez toute la gamme des justifications, certains qui se sont dit... Alors, ça peut arriver, des commissaires qui se sont dit, de toute façon, on va arrêter des étrangers, on n'en a rien à faire, c'est un peu comme d'autres étrangers. Oui, il y a eu des commissaires qui ont raisonné comme ça. Mais la majorité des exécutants ont été choqués, ils se sont dit, on fait quelque chose qui n'est pas normal. Surtout quand on arrive chez les gens. Quand on arrive chez les gens au petit matin, qu'on voit une femme avec des enfants, on se projette. On s'imagine soi-même, vos femmes, vos enfants. Donc, les policiers, ils étaient mal à l'aise. Et puis, en plus, ils savaient quelque part que... aller prendre comme ça des familles avec des enfants, les emmener on ne sait pas où, on sait bien qu'on les emmène à la mort quelque part. Alors pas forcément la mort, mais en tout cas des très mauvais traitements et quelque chose d'anormal. Mais c'était pas évident d'imaginer ce qui allait se produire. Mais on savait que c'était quelque chose qui... Il n'y avait pas de possibilité de revenir en arrière. C'est-à-dire qu'on prenait comme ça des gens qui vivaient là, c'est d'une violence incroyable. Et là où ils partent, ils ne reviendront pas. Voilà. Ça, c'est une certitude. Donc, il y a quelque chose de très choquant parce que les 4000 enfants qui ont été arrêtés, ils étaient pratiquement tous... oui, ils étaient tous scolarisés puisque non, il y a des bébés d'entre 2 ans et 3 ans, mais vous imaginez que la plupart sont des enfants scolarisés, les 3/4 sont français. Donc, c'est des gens dont toute la socialisation s'est faite en France. Donc, vous arrêtez véritablement des petits Français. Et alors, parfois, effectivement, les parents ne parlent pas bien français, mais les enfants, eux, parlent français. Donc, il y avait quelque chose de vraiment choquant. Et tout le cœur de ce dont on parle, c'est bien ce qui s'est passé l'été 42. Et pourquoi à ce moment-là ? Et c'est pour ça que moi, je retourne toujours la question. La question qu'il faut se poser, c'est comment a-t-il été possible qu'en quelques semaines, en 8 semaines, on arrête 25 000 personnes ? C'est incroyable qu'on ait réussi à faire ça. C'est un exploit logistique et policier. Malgré on va toutes les fuites qu'il y a eu et tous les gens qui ont pu y échapper. Les Allemands veulent 40 000 juifs, c'est l'objectif. On veut que 40 000 juifs aient été déportés de France, c'est le programme des trains. À la fin de l'année, on en aura déporté 42 000. Il n'y a personne qui fait aussi bien en Europe. Même aux Pays-Bas, au bout du compte, les résultats n'auront rien à voir avec la France. Les Pays-Bas, les résultats de 42 sont moins bons. Donc le cœur de ce dont on parle, c'est 42. Parce que 42, il y a des marges de manœuvre. Voilà, si j'allais y venir, il y a des marges de manœuvre. Un autre élément que vous rappelez, c'est les comparaisons aussi qu'on peut effectuer entre la France et d'autres pays. Vous avez commencé à le faire avec les Pays-Bas, avec la Belgique, avec le Danemark surtout. Est-ce que vous pouvez revenir sur même s'il y a moins de population juive au Danemark, est-ce que vous pouvez revenir sur le cas du Danemark pour qu'on comprenne bien en quoi Vichy avait des marges de manœuvre de faire autrement ? Alors, il y a la comparaison internationale, mais il y a aussi ce que Vichy fera plus tard. Et là, je vais aussi en parler, parce que c'est fondamental de voir que dans un autre contexte, ils vont pouvoir dire non, alors qu'ils n'ont pas dit non en juillet 42. Mais revenons au cas du Danemark, parce qu'effectivement, il est très intéressant. On a là un pays qui est à la fois entièrement occupé, mais qui, comme Vichy, garde la possibilité d'avoir ses propres institutions, son propre régime, sa propre politique. Et c'est surtout un régime qui mène une politique de collaboration d'État, comme Vichy. Vichy mène une politique de collaboration d'État, donc le Danemark mène une politique de collaboration d'État. Et cette politique de collaboration d'État, elle va buter sur la question
de la déportation des Juifs, parce que là, et là on rentre au... Je veux dire, effectivement, il n'y a pas, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais il n'y a pas de problème juif au Danemark. Et ça, c'est très important de dire ça. Ça veut donc dire que pour les dirigeants de Vichy, il y avait un problème juif. Et donc c'est parce qu'ils étaient motivés d'un point de vue antisémite qu'ils ont agi. Au Danemark, il n'y a rien. C'est un peu comme si en France, on avait dit on va arrêter les Bretons. Vous voyez, on va venir, on va... Donc, et ben là, évidemment, Vichy aurait dit, non, c'est pas possible, on peut pas vous... Donc, c'est un peu ça. Ça paraît aberrant. Et donc, ils disent non. Du coup, ce sont des policiers allemands qui vont devoir agir, puis il va y avoir des protestations qui fait qu'au final, les Juifs danois ont survécu. La solution finale n'a pas fonctionné là. Alors, elle fonctionne en France. Elle fonctionne en France parce que, à l'été 42, on l'a dit, il y a cette volonté de collaboration. Vichy pense que l'Allemagne va gagner la guerre, mais un an plus tard, juillet 43, on est exactement dans la même configuration qu'un an plus tôt, puisqu'on prévoit de faire une grande opération à Paris. Cette fois-ci pour arrêter les Juifs naturalisés. Donc c'est un peu les mêmes Juifs, en fait, sauf qu'eux, ils ont eu la chance, c'est des Polonais qui ont eu la chance d'être naturalisés dans les années 30, par une loi, là de 1927, qui était très généreuse. Vous étiez en France depuis 3 ans, vous pouviez obtenir la nationalité française. Est-ce que c'est à cette époque qu'il y a le dicton yiddish heureux comme Dieu en France ? C'est un dicton qui existait même avant. Et ça, quand vous interrogez il se trouve que je suis en train de travailler sur plus particulièrement sur la rafle du Veldiv, et que nous sommes allés interroger des gens, ils vous le disent tous. Pour mes parents, quand on est arrivé en France, c'était le pays d'Émile Zola, c'était le pays des droits de l'homme, et c'était un pays effectivement très généreux, où on pouvait facilement, même si il y avait la xénophobie, il y avait quand même la crise économique, c'était pas le paradis non plus, des problèmes, se loger à Paris à l'époque c'est très pénible, on vit quand même dans une certaine promiscuité, mais malgré tout, on peut facilement devenir français. Et les enfants sont français automatiquement, ils sont français à titre irrévocable. Un enfant qui naît en France, ses parents vont le déclarer, ne peut pas changer d'avis à sa majorité. Il est français, on fait des Français. C'est la culture républicaine de l'époque, on fait des Français, on ne vous donne même pas votre choix. Vous êtes français, c'est tellement naturel. Et vos parents vont vous donner des prénoms français, ça Zemmour devrait adorer. Tous ces petits Français qui ont été arrêtés, ils ont tous des prénoms français. C'était comme ça, c'était le réflexe de ces parents qui arrivaient en France. Et donc, un certain nombre d'entre eux ont été naturalisés, et en 1943, Vichy accepte de les dénaturaliser. Laval signe même une loi pour ça. Et on est dans un contexte qui est celui du printemps 43. Et puis, on commence à préparer la rafle. Grande rafle qui doit avoir lieu à Paris. C'est la même opération que la rafle du Veldiv, sauf qu'elle vise les Juifs naturalisés. Donc, pareil, le fichier juif, donc ça prend un petit peu de temps. Et puis là, tac, il y a un changement. Mussolini est renversé en Italie. On est en juillet 43. Et là, tout d'un coup, alors je vous passe, il y a eu des petits détails, non, c'est pas des détails, c'est fondamental. Les Allemands ont refusé la publication au JO de la loi de dénaturalisation parce qu'ils attendaient qu'on soit prêt pour aller arrêter les gens. Le JO, peut-être, vous pouvez journal officiel, pardon. Si on publie la loi au journal officiel et qu'on n'est pas prêt, les gens vont fuir dans la net. Et donc, ils ont commis une erreur un peu stratégique, là, les Allemands. Et là, Laval va jouer à l'imbécile. Il va dire « Ah, je n'avais pas compris qu'il s'agissait d'aller arrêter les gens. » Parce que le contexte a totalement changé. Et là, Vichy dit non. Pourquoi il ne l'a pas fait un an plus tôt ? Il le fait là. Il le fait là parce que là, il a compris. Voilà, à ce moment-là, on se doute que l'Allemagne va probablement perdre la guerre. Si en Italie fasciste, on a renversé Mussolini, le Grand Conseil fasciste a renversé Mussolini et commence à vouloir négocier avec les Alliés, c'est que vraiment, ça commence à aller mal. Et là, Vichy dit non. La rafle est annulée. La rafle est annulée. Les Allemands ne l'ont pas faite, ne sont pas allés. Donc vous voyez qu'il y avait alors que en juillet 43, il y a eu entre-temps novembre 42, c'est-à-dire que il y a eu le débarquement allié en Afrique du Nord, l'ensemble du territoire est occupé. Donc Vichy a beaucoup moins de marge de manœuvre, a beaucoup moins de pouvoir, beaucoup moins c'est presque un État croupion. Vous avez même des historiens avant Paxton qui considéraient que l'histoire de Vichy s'arrêtait en novembre 42. Et malgré ça, Vichy a encore suffisamment d'autonomie pour, sur cette question-là de la livraison massive de Juifs, de dire non. Voilà. Ce qui permet de poser la question, justement, du lien entre... ça permettra de faire la transition sur la question de la survie... avec l'historiographie de Paxton, disons que parmi les remarques pour affiner la problématique de Paxton, il a beaucoup été remis en avant la question
quand même de l'occupation, du rapport de l'Allemagne, du fait que l'Allemagne nazie était quand même la force occupante. Est-ce que vous pouvez dire un mot de l'antisémitisme dit autochtone en France, de ses rapports avec l'occupation allemande? Est-ce que la logique de l'antisémitisme français aurait abouti d'elle-même à ces atrocités? Ou est-ce qu'il y a un lien plus complexe avec justement l'occupation allemande? Déjà, il faut toujours le rappeler, et le génocide est une politique allemande. C'est une politique nazie. Vichy n'a absolument pas l'intention de tuer les Juifs. Donc ça, c'est clair et net. Mais Vichy a une politique antisémite dès le départ, et cette politique antisémite va avoir des convergences avec la politique allemande et va en être complice dans la mesure où, pour Vichy, il faut se débarrasser de tous ces Juifs. Voilà. Il y a plein de Juifs étrangers, on en a trop. Ils sont en plus au moment de l'Exode, ils sont venus en zone libre. En plus, les Allemands ont expulsé des Juifs de certains territoires, d'Alsace-Moselle, de la région de Karlsruhe. On a envoyé des milliers de Juifs comme ça en zone libre. Les Allemands, la solution finale en 40-41, c'est l'expulsion. C'est déjà génocidaire parce qu'on veut vraiment, on veut qu'à terme il n'y ait plus de Juifs en Europe. Donc c'est une dimension génocidaire, mais on n'est pas encore dans l'assassinat. Et donc on essaie de trouver des zones dépotoirs. Donc il y a la Pologne, on envoie des Juifs en Pologne, et puis il y a aussi la France de Vichy. Donc vous voyez, c'est pas agréable pour Vichy de savoir que le territoire dans lequel on est souverain est considéré par les Allemands comme une zone dépotoir. Ils arrivent, des Juifs, à la ligne de démarcation, boum, vous vous débrouillez avec. Donc Vichy a la volonté de se débarrasser de ces Juifs. À partir du printemps 1941, vous avez en plus, avec la création du Commissariat général aux questions juives, qui est une sorte de grand ministère, c'est demandé par les Allemands, pour unifier la politique anti-juive. Donc là, Vichy rentre totalement là-dedans. C'est vraiment un piège dans lequel il tombe. Et là, Vichy fait des lois encore plus radicales que celles que Vichy a fait à partir de 1940. Dès 1940, il y a un statut des Juifs. Là, vous allez avoir un deuxième statut des Juifs, vous allez avoir des lois de spoliation. Donc on va unifier vraiment la politique antisémite sur les deux territoires, dans la perspective que les Juifs étrangers partiront. Voilà. Et ça, c'est frappant parce que les Allemands disent on va déjudaïser l'Europe. Notre ambition, c'est de débarrasser les Juifs qui ont pris qu'ils sont en France. Et Vichy entend les Juifs étrangers. C'est-à-dire que la dimension xénophobe est vraiment au centre de la logique de Vichy. Elle est au centre de la logique de Vichy pour comprendre pourquoi Vichy va si facilement accepter de les livrer. Voilà. Et sans vraiment vouloir se poser de questions sur leur sort. Alors j'évoquais cette question du chiffre de 75% de survie. Donc on a 340 000 ou 320 000 juifs ou 280 000 selon la façon dont on compte sur les territoires en 40. Mais il me semble que vous êtes critique aussi, ou en tout cas, vous prenez de la distance vis-à-vis de cette approche purement quantitative, ou en tout cas quantitative. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce qu'il est important aussi de raisonner en valeur absolue et pas simplement en pourcentage, et pour quelles raisons, même si on raisonne en pourcentage, puisque Vichy a changé de manière d'agir, le pourcentage de 75% de survie n'est pas en lui-même, il n'y a pas de quoi du tout crier victoire non plus. Non, il y a une erreur de raisonnement qui est liée à ce pourcentage qui fait écran. C'est-à-dire que 75%, c'est vrai, d'un point de vue statistique, ça paraît considérable. Et surtout quand on regarde d'autres pourcentages, on se dit waouh, là, en Pologne, il y a eu peut-être 2% des Juifs, 1% qui ont survécu. Dans les pays d'Europe centrale, c'est des pourcentages qui sont terribles. 80% de gens ont été déportés, exterminés. En France, on se dit tiens, ça paraît comme ça, pas énorme. On se dit tiens, c'est peut-être grâce à Vichy. Donc vous voyez le raisonnement qui est généré par cette focalisation sur les pourcentages. Vraiment, ça fait écran parce qu'il faut vraiment regarder les chiffres. Et les chiffres, en fait, en France, sont très élevés. Et surtout quand on séquence, quand on regarde ce qui se passe en 1942, on voit que 42 000 Juifs ont été déportés en 1942, que 25 000 l'ont été en 8 semaines, mais c'est des chiffres absolument énormes qui n'ont pas d'équivalent ailleurs en Europe occidentale. C'est toute la séquence de Vichy avec son zèle. Donc la séquence où la collaboration d'État fonctionne à plein régime, là, on voit les résultats qui sont... Et c'est des résultats... Comment on peut, quand on analyse cette séquence-là de l'été 1942, dire que Vichy a fait une politique de moindre mal à l'été 1942 ? Après, effectivement, les chiffres vont baisser. Mais le cœur du drame, c'est l'été 1942. C'est 25 000 Juifs arrêtés en 8 semaines. C'est énorme. Donc il n'y a pas l'équivalent de ça en Belgique ou aux Pays-Bas, même si le résultat de la solution finale paraît plus important dans ces pays-là. Mais il faut voir que la Belgique et les Pays-Bas sont occupés entièrement.
Et là, c'est bien la preuve que la souveraineté de Vichy et les marges de manœuvre de Vichy sont un facteur aggravant, puisque quand Vichy est entièrement occupé à partir de novembre 1942, on arrête moins de juifs qu'avant novembre 1942. Et réciproquement, que du coup Vichy avait des marges de manœuvre. Exactement. Donc mais vous avez surtout un pays, la France, où vous avez des possibilités de survie qui sont incomparablement plus élevées que en Belgique et aux Pays-Bas. Vous avez déjà la superficie du territoire. Vous avez, la France, c'est 10, 12 fois plus grand que Belgique, Pays-Bas. C'est énorme. Vous avez les frontières. La proximité avec l'Italie aussi. La zone d'occupation italienne. Une zone d'occupation italienne, enfin ça c'est une sorte de miracle qui protège les Juifs. Donc vous imaginez, rien qu'en elle-même, la zone d'occupation italienne, c'est déjà plus grand que les Pays-Bas. Vous avez aussi qu'en France, vous avez en proportion moins de policiers allemands qu'en Belgique et encore plus qu'aux Pays-Bas. C'est un autre point aussi qui conteste Zemmour quand il dit que de toute façon, vous expliquez comment l'Allemagne n'avait pas pour vocation à ce moment-là de couper la France en 36 morceaux et de prendre tout le pouvoir, tout le contrôle, etc. Vous dites qu'à ce moment-là, si c'était le cas, il y aurait eu beaucoup plus de force. Oui, et puis ils ont surtout d'autres priorités que chasser les Juifs. Vous savez, il faut raisonner à l'échelle totalement européenne. Et se dire que dans l'esprit des décideurs de la solution finale, la France, c'était relativement marginal. Bon, ça reste le pays en Europe occidentale où il y a le plus de Juifs. Paris, c'est la ville où il y a le plus de Juifs. Très bien, c'est un enjeu important, mais ce n'est pas l'enjeu le plus important. L'enjeu le plus important, c'est d'abord que l'opinion, que la population, ça se passe bien, voilà, qu'on ne soit pas comme en Croatie, avec des partisans, que ça se passe. Et au bout du compte, l'occupation s'est plutôt bien passée pour les Allemands en France. Il n'y a pas eu à chaque coin de rue des soldats allemands qui se faisaient abattre. Et puis surtout, c'est la lutte contre la résistance, la lutte contre le communisme. Voilà, ça, c'est la priorité répressive des Allemands. Ce qui fait qu'à l'été 1943, quand Vichy va dire non, on ne va pas dénaturaliser collectivement les Juifs, et non, il ne va pas y avoir cette grande rafle à Paris. On passe vraiment à la logique de la traque, et la logique de la traque, ça nécessite des hommes. Et le chef de la Gestapo, il va demander à Berlin qu'on lui envoie 250 policiers pour traquer les Juifs. Berlin lui dit non. Non. Ce qui fait que le service d'affaires juives de la Gestapo va rester à il y a peut-être 10 personnes. 10 policiers. Donc vous voyez, c'est tout ça qui explique, mis bout à bout, qui explique ce taux de survie important en France qui se retrouve dès la rafle du Veldiv. Alors, tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent permet de bien saisir, je crois, la responsabilité de Vichy, pourquoi il n'y a pas de raison de tirer gloire d'un taux de survie plus élevé. Maintenant, peut-être, on peut se concentrer sur... cela étant posé, sur cette multiplicité de facteurs qui, justement, expliquent néanmoins qu'il y a un taux de survie qui a été important. Et je pense il y a ces mots de Saliège qui me semblent être un point sur lequel je serais curieux d'avoir votre réaction. Les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes, les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes, tout n'est pas permis contre eux. Je lisais... la façon dont ce texte a eu un écho important, donc c'est au lendemain de la rafle du Veldiv. Est-ce que vous pouvez revenir sur déjà comment s'est passée la rafle et l'attitude de la police, la façon dont la police a pu faire tourner le mot qu'il y allait y avoir une rafle, la façon dont les communistes aussi, et puis dans un deuxième temps, la façon dont, contrairement à ce que disait Zemmour, la population n'était pas d'accord avec ce qui se passait sous ses yeux, et la façon dont il y a un point de bascule en 1942 après la rafle du Veldiv, qui incarne à leur manière ces mots de Saliège qui pourtant étaient au départ plutôt côté Pétain. Oui, alors il y a une justification de Vichy qui est typique, qui court depuis les procès et les instructions des dirigeants de Vichy, qui est de dire finalement, nous, c'est vrai, on a livré les Juifs, mais ça répondait aux vœux profonds de l'opinion qui était antisémite, xénophobe. Voilà, donc ça, c'est vraiment une manière de se défausser qui est classique. C'est le paradoxe, c'est-à-dire que c'est Zemmour qui finit par dire qu'il défend la France, mais finalement en reprenant des arguments qui consistent à criminaliser la population, à dire c'est la faute à tous ces Français, etc. Oui, mais Zemmour va ajouter c'est la faute des Juifs, parce que ces Juifs, ils se sont rendus insupportables, ils étaient vraiment la lie, surtout les Ashkénazes, la lie de l'immigration, et donc il n'est pas étonnant que les Français n'en pouvaient plus. Enfin voilà, on peut toujours tout retourner, mais c'est vraiment pour le coup, c'est totalement anachronique.
C'est vraiment là, on est vraiment dans l'anachronisme pur. C'est-à-dire qu'il ne prend pas du tout en compte ce qui a été ressenti par les gens. Ce qui a été ressenti par les gens, je ne vais pas vous dire que les Français, en 1942, sont des fervents humanistes qui ne sont pas racistes, qui ne sont pas antisémites, qui sont pas... Il y a une xénophobie qui reste très répandue. Il suffit de regarder les rapports des RG quand il y a eu la première rafle, l'une des premières rafles à Paris en août 1941, ça ne visait que des hommes étrangers. Vous lisez les rapports des RG, tous vous disent que la population est contente. Ce sont des indésirables, on va les mettre dans des camps qui travaillent très bien. Mais il y a quand même des problèmes. Les anciens combattants, vous voyez, donc il y a des normes morales. Les gens ont des normes morales. Et ces normes morales, eh ben, elles vont totalement dans un pays qui est quand même encore chrétien. Enfin, c'est pas la France d'aujourd'hui, là, pour le coup. C'est une France où vous avez encore beaucoup de gens qui vont à la messe le dimanche matin, qui écoutent leur curé. Donc la question de la charité, la question du droit d'asile, enfin, tout ça, c'est des valeurs qui sont importantes pour les gens, même s'ils sont xénophobes. Donc qu'on soit allé s'emparer de réfugiés en prenant des femmes et des enfants, et ben ça a choqué les gens. Ça a profondément choqué les gens. Et c'est ce qui explique que la lettre pastorale de Monseigneur Saliège ait eu un tel impact et que c'est devenu un tract de la résistance qui a été lu, entendu, Radio Londres l'a cité. Et du coup, les policiers, les gardiens de la paix, c'est des Français comme les autres. Donc eux aussi, ils ont été, pas tous, hein, évidemment, parce que quand même, un policier, il est là pour obéir aux ordres. Donc, mais il y a eu un sentiment de malaise qui s'est emparé des policiers. Et donc, vous en avez certains qui ont prévenu, parce que la rafle, elle a mis beaucoup de jours pour être organisée. Donc, on a prévenu. Et puis, on avait aussi des marges de manœuvre le jour même où on allait arrêter les gens. Vous arrivez, même si vous aviez vraiment l'intention, parce qu'il faut lire les circulaires, hein, elles étaient quand même très strictes. Vichy avait vraiment la volonté d'arrêter le maximum de gens. Et donc, a priori, les marges de manœuvre des policiers, elles étaient très limitées. Mais ils en avaient au moins une qui était fondamentale. C'est l'exemple que vous donnez de Maurice Ravjus, qui finalement, à Vincennes, je crois, est sauvé notamment par le fait qu'il y a eu une double circulaire. Alors là effectivement, là, pour lui, il y a une contradiction entre les deux. Donc ça, on pouvait en jouer. C'est-à-dire que c'est absolument fondamental, d'ailleurs, cette petite erreur qu'il y a. Enfin, oui, c'est une contradiction. Il y a une circulaire qui dit « Les enfants français peuvent être libérés si un membre de leur famille n'est pas arrêtable. » Puis vous avez une autre circulaire qui dit « Les enfants doivent suivre leurs parents. » Donc, c'est laquelle des deux que vous appliquez ? Sachant qu'il faut aussi comprendre, et ça, après coup, on se dit « Maintenant, mais ils étaient complètement idiots, que vous avez beaucoup de victimes qui ont voulu garder leurs enfants. Parce qu'au moment de l'arrestation, on est sous le choc, on n'imagine pas ce qui va se passer. Et Maurice Ravjus raconte, c'est plutôt sa sœur Génie qui le raconte, que alors Maurice, lui, il a pratiquement 14 ans, sa sœur, elle a 16 ans et demi, donc la sœur, elle n'était pas arrêtable. Mais comme beaucoup d'enfants de plus de 16 ans, ils sont français évidemment, les 3 quarts sont français, ils suivent leurs parents. Vous avez 16 ans, 17 ans, 18 ans, vous suivez vos parents. Vous ne dites pas, je vais rester là. Et là, on leur dit, finalement, vous pouvez sortir. Et ils sortent avec le petit frère. Là, les parents ont compris, eux, ils ont compris. Ils savent qu'ils vont probablement à la mort, ils veulent que leurs enfants... Et donc... Mais vous avez d'autres parents qui les ont engueulés. Qui ont dit, voilà, c'est... Donc vous voyez, il y avait cette... Mais autre marge de manœuvre très importante, c'est vous arrivez chez les gens et vous avez en fait une dizaine de visites domiciliaires à faire. Donc vous pouvez tout à fait dire, je reviens dans 1 heure ou 2 heures. Ou vous pouvez faire comme le policier qui a arrêté la famille de Maurice Ravjus, restez. Vous ne voulez surtout pas que la personne fuit. Donc vous le surveillez. Donc vous voyez, vous avez 2 possibilités d'attitude. Et là, vous ne prenez même aucun risque. C'est-à-dire que vous pouvez dire à vos supérieurs, oui, quand je suis revenu, ils n'étaient pas là, mais moi, j'avais 10 autres visites à faire, et donc j'étais obligé de... Donc vous voyez, il y avait des... Puis il y a aussi les arrondissements. Vous revenez sur les arrondissements, sur la façon dont, selon le commissaire en charge Il y avait des commissaires qui étaient beaucoup plus stricts. Celui du 12e, vous dites, voilà, il y a des fous furieux. Vous savez, un commissaire, quand il a une circulaire, il peut faire 2 choses. Il peut la commenter, et puis il peut simplement l'afficher, et il laisse ses équipes, les brigadiers, ceux qui vont organiser concrètement, le soin de... Si le commissaire il n'a pas parlé, c'est que, voilà, il n'est peut-être pas... Et puis il y a des commissaires qui ont parlé en disant, les gars, on a un sale boulot à faire aujourd'hui, faites-le parce qu'on doit le faire, mais voilà, soyez humains.
Ou d'autres qui ont dit, soyez stricts. Il y en a même un commissaire du 20e arrondissement qui a distribué des pinces Monseigneur pour forcer les portes, parce que haute marge de manœuvre aussi. Qu'est-ce que vous faites quand ça ne répond pas? Ça ne répond pas, on vous toquez, et la concierge vous a dit, elle n'est pas claire, on ne sait pas si les gens sont là, pas là. Vous faites quoi? Vous défoncez la porte ou vous ne la défoncez pas? Vous avez des commissaires qui ont donné l'ordre de défoncer des portes, puis d'autres qui ont dit, non, vous reviendrez, voilà. Et puis, donc on est encore dans ces marges de manœuvre, et il était possible... À tous les niveaux. Et d'ailleurs, ça, c'était d'autant plus possible que ça s'est fait. C'est-à-dire qu'il y a des policiers qui ont fait en sorte, dans la mesure de leur marge de manœuvre, de sauver des vies quelque part. Exactement. Et bien ça explique le bilan. Le 12e arrondissement, vous avez 62% des juifs qui sont arrêtés. Et dans le 2e, où là, comme par hasard, je me rends compte que c'est le seul commissaire pour lequel j'ai à la Libération des attestations précises qui disent qu'il a prévenu des juifs allemands qui devaient être arrêtés, dans le 2e arrondissement, 20% des gens sont arrêtés. Vous vous rendez compte? 20% dans le 2e, 62% dans le 12e. Le rôle d'impulsion du commissaire, alors ça n'explique pas tout, il y a d'autres facteurs. Le 12e, c'est un arrondissement très pauvre, Ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est dans les arrondissements les plus concentrés où il y avait le plus de juifs, c'est-à-dire les 11 premiers, où il y a eu le plus de survie. Il y a 9 points d'écart, c'est énorme, entre ceux-là et les autres arrondissements. Et 16 points d'écart avec les communes de banlieue. C'est vraiment, d'un point de vue statistique, c'est considérable. Et donc ça veut dire que là où vous étiez, pas forcément dans les immeubles, mais là où l'information a circulé, on est demain, il y aura une arrestation. Là, maintenant, c'est grave ce qui va se passer. Les gens ont pu se prendre de dispositions et se cacher, bénéficier d'aides de proximité, etc. etc. Ce qui donne une vision dans laquelle on a... vous avez étudié les lettres de dénonciation. Vous dites qu'elles ont été surestimées quantitativement, qu'il n'y en a pas eu autant qu'on a dit qu'il y en avait eu. Donc, quelque part, ça contredit le discours un peu tous salauds, ces Français délateurs, racistes et antisémites jusqu'au fond des yeux, au point d'aller jusqu'à conduire des gens à la mort. C'est pas ce tableau-là que vous décrivez, mais en même temps, c'est pas tous héros, c'est-à-dire c'est pas tous résistants. Est-ce que vous pouvez peut-être dire un mot de ce que votre collègue Jacques Semelin appelle la dimension de garde-fou de la société civile, qui a pu avoir un effet garde-fou un peu vis-à-vis du zèle de Vichy, et la question des petits gestes qui font pas forcément de vous un résistant engagé, mais qui, je crois que c'est dans les témoignages qu'on vous a rapportés, voilà, qui vous a aidé, alors un tel que j'ai croisé, un tel. Mais bon, dans le lot, il y avait un salaud, et ce salaud aurait pu me coûter la vie. Enfin, est-ce que vous pouvez peut-être, puisque précisément, il y a eu des effets très importants, revenir sur cette question des petits gestes et de la dimension de société garde-fou? Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec les analyses de Jacques Semelin, qui sont très, très fines, et qui montrent qu'au bout du compte, l'environnement social a été plutôt protecteur. Voilà. Alors évidemment, Jacques le dit bien, et je le suis totalement, il y a eu un déséquilibre tragique entre le bien et le mal, puisqu'il suffit d'une dénonciation pour anéantir complètement la vie de quelqu'un et ses stratégies de survie, et il faut un ensemble de gestes vertueux pour sauver une vie. Donc on est vraiment dans un environnement qui est une course contre la mort, parce que c'est quand même ça qui s'est passé. C'est pas rose, c'est une course contre la mort, où la chance joue un rôle considérable, mais où, au bout du compte, la guerre s'étant arrêtée au moment où elle s'est arrêtée, l'été 44 pour l'essentiel en France, la majorité a pu survivre parce qu'il y a eu des aides, il y a eu le silence. Le silence, c'est important aussi. Quand il y a une famille juive dans un immeuble et que personne ne va la dénoncer, il n'y a aucun héros dans l'immeuble. Mais il n'y a pas eu de dénonciation, et c'est ce qui permet... Dans les villages, dans les villages, on se doute bien que... beaucoup de gens se doutaient que les enfants qui arrivaient étaient peut-être des enfants cachés, et pour autant, il y a eu des villages dans lesquels, justement, personne n'a rien dit, quelque part. Et il y a aussi des logiques matérielles à ça. Et ça, Jacques Semelin le montre bien. C'est-à-dire que quelqu'un qui essaie de sauver sa vie, ça peut faire gagner des sous à d'autres gens. Quelqu'un qui se nourrit en situation illégale, dans le marché noir, vous voyez, il y a aussi une économie de la survie qui fait que, de toute façon, même si vous êtes un antisémite, que vous n'aimez pas les juifs, vous n'avez aucun intérêt à le dénoncer. Voilà, donc c'est tout ça qui explique qu'en France. Et là, quand vous regardez par exemple aux Pays-Bas, par exemple, c'était
très difficile il n'y avait pas vraiment de marché noir, enfin c'était très, très compliqué. Et ça explique aussi le taux de survie très faible, parce que c'était très difficile d'être un clandestin aux Pays-Bas. Vous voyez, déjà, là, vous êtes coincé. En France, c'est très facile d'être un clandestin en France, à cause de la superficie du territoire, d'un marché noir qui est quand même très bien fait. Société délinquante. Ouais, il y a une société qui vraiment va s'organiser contre l'État. Ça marque, mais vous le trouvez aussi, donc quand vous étudiez sur les rares juifs qui ont pu survivre à Berlin, 2-3 000 juifs qui ont pu survivre à Berlin, ils sont dans une contre-société, mais qui est beaucoup plus minoritaire et fragile qu'en France. En France, c'est cette contre-société, enfin, j'aime pas ce terme-là, mais vous voyez ce que je veux dire, où on s'organise en dehors des règles ou en jouant avec, parce que tout le monde est en fait toujours à moitié clandestin, à moitié légal, et la plupart des juifs qui restent à Paris sont dans cette situation-là de semi-clandestinité, de semi-légalité. Ça concerne en fait l'ensemble de la société française est dans ce mi-légalisme, mi-clandestinité. Sans parler de parfois même sauver des juifs pour emmerder les boches, comme dirait l'autre. Ouais, alors ça, oui, il y a ça aussi qui a joué. Mais ça, je trouve que c'est plutôt une reconstruction. Mais ce qui est vrai, c'est que dans l'univers mental des gens, il y avait 3 catégories de gens qui étaient vraiment visés. C'était les communistes, les résistants, les juifs et les réfractaires du STO. Et en fait, je m'en suis vraiment rendu compte en travaillant sur l'épuration. C'est un peu le package. Et donc, effectivement, quand on veut faire du patriotisme, quand on veut aider, on n'est pas forcément un résistant, on peut être amené à aider des juifs. Ça fait partie d'une activité comme a été important patriotique. L'intégration des juifs justement à la nation, plus que peut-être aux Pays-Bas où ils étaient plus regroupés et où ça avait pu être plus délicat. Oui, où il y a moins de liens avec la société non juive. En Belgique, 90% des juifs sont étrangers. En France, c'est pas le cas. C'est 55-45% l'équilibre entre français et étrangers. Donc vous voyez, il y a énormément de facteurs qui expliquent le taux de survie en France. Il y a beaucoup de Français juifs qui ont un ami français non juif. Voilà, ou quelqu'un dans sa famille qui est naturalisé, donc ça peut à un moment donné aider. Enfin, il y a plein, les facteurs sont innombrables. Merci Laurent Joly, on vous écouterait des heures, on vous relancerait des heures. Je ne peux que conseiller et recommander vivement de se reporter à vos travaux et peut-être à une prochaine fois pour peut-être revenir sur justement comment on a raconté cette histoire de la Shoah de 45 à nos jours. Merci encore. C'est moi qui vous remercie.